Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la nouvelle rencontre du KJ consacrée à la guerre en Ukraine. Alors après le premier webinaire avec Jessica Byron, professeure à l'université de West-Indies, et le second avec la communauté des communes à Marie-Galante, nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui à la fois en présentiel à l'UFRSJE et en distanciel sur Zoom. Je m'appelle Anaïs Roussas, je suis étudiante en Master 2 de sciences politiques et membre du KJ, le Centre d'analyse géopolitique internationale. Et depuis plusieurs semaines maintenant, le conflit russo-ukrainien est au cœur de l'actualité. Partout, nous sommes assaillis dans les médias par les images de la guerre. Mais quelle est l'origine de cette guerre? Quelles en sont les conséquences au plan international? Sommes-nous concernés? Devrions-nous nous inquiéter? Quel est son impact sur la Caraïbe et par conséquent sur la Guadeloupe? Autant de questions auxquelles nous aurons à répondre et d'incertitudes à lever. Ce nouveau volet sera alors l'occasion de présenter les dimensions historiques et géopolitiques de cette guerre grâce à l'intervention de M. Fred Reynaud, enseignant en sciences politiques et directeur du KJ. Ensuite, avec l'intervention de M. François-Xavier Millet, professeur de droit public, nous nous interrogerons sur les cas de violation du droit international et les sanctions européennes contre la Russie. Enfin, la dernière intervention avec M. Julien Mérillon, enseignant en sciences politiques et président du CORECA, traitera des conséquences de la guerre sur la Caraïbe. Chaque intervention durera environ 30 à 40 minutes et sera suivie d'un échange en partie avec des questions dans la salle et des personnes connectées. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à M. Fred Reynaud pour commencer la première intervention. Merci Anaïs et bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont présents dans la salle et tous ceux qui nous ont rejoints par le Zoom. Alors, je vais effectivement aborder premier aspect, les aspects liés à l'histoire et à la géopolitique de cette guerre en Ukraine. Je vais vous parler de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Ça, c'est le premier élément que nous connaissons tous. Le 24 février 2022, l'armée russe a commencé l'invasion de l'Ukraine et a provoqué une guerre entre ces deux pays sur le sol ukrainien. Alors le monde, bien sûr, est en émoi encore. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'Europe est confrontée à une crise militaire de telle ampleur. Une crise qui pourrait, bien sûr, remettre en cause l'équilibre que les Européens avaient jusque-là réussi à construire. Alors le monde est en émoi parce que cette crise, comme vous le savez, elle a des conséquences graves et elle est déjà sortie finalement des frontières de l'Europe. Elle ne concerne plus les deux pays en guerre. C'est une guerre qui est localisée bien sûr en Ukraine, mais elle a des conséquences mondiales. Il s'agit d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie, plutôt une guerre de la Russie en Ukraine. L'agresseur, il est visible, c'est la Russie dirigée par Vladimir Poutine. L'agressé, c'est l'Ukraine, dirigé par Volodymyr Zelensky. Alors pour comprendre les raisons de cette guerre et ses conséquences, bien sûr, il faut, comme je le ferai, présenter les aspects historiques, les repères historiques. On ne peut pas faire autrement, il faut passer par l'histoire pour comprendre ce présent. Il faut partir aussi, et peut-être surtout, de la géographie. Vous verrez pourquoi. Et insister sur le caractère politique et international de cette crise, d'où la dimension géopolitique qui importe sur ce sujet, et signaler les conséquences économiques, bien sûr, entrevoir d'autres conséquences, et peut-être les plus effroyables, qui sait, puisqu'on ne sait pas quelles conséquences à terme pourrait avoir cette crise. Alors, je n'aborderai pas directement l'aspect économique, mais vous comprendrez vous-même quelles sont ces conséquences, et on en parle beaucoup aujourd'hui. L'histoire, c'est l'histoire d'une séparation. D'abord, entre ces deux territoires, il y a près de 1000 ans, Kiev, qui est aujourd'hui la capitale de l'Ukraine, était au centre du premier État slave, la Russe de Kiev, qui a donné naissance à l'Ukraine et à la Russie en même temps. Alors, ce qui fait dire à Vladimir Poutine aujourd'hui que Russes et Ukrainiens ne forment qu'un peuple, un tout uni. Déclaration de Vladimir Poutine. En 1793, une partie de l'Ukraine va être annexée par l'Empire russe. Va commencer alors un processus de russification de l'Ukraine, notamment par l'interdiction d'utiliser la langue ukrainienne et de l'étudier.
on va contraindre les habitants à se convertir à la religion orthodoxe russe. Donc, une véritable politique d'assimilation, finalement, des Ukrainiens par les Russes. L'Ukraine sera soumise à la Russie. Au XXe siècle, cette domination est encore plus forte. Après la révolution de 1917, en Russie, l'Ukraine va proclamer son indépendance. Elle sera ensuite intégrée dans l'URSS qui sera créée en 1922. Et au début des années 1930, Staline, le dirigeant russe, il va vouloir forcer les paysans ukrainiens à rejoindre les coopératives, les kolkhozes. Et pour cela, il ne va pas hésiter à les affamer, à créer une vraie famine qui va aboutir à la mort de millions d'Ukrainiens. C'est un phénomène qui a marqué l'histoire ukrainienne. Ce drame historique est connu sous le nom de Holodor, ou plus précisément extermination par la faim, en 1933. Alors, un clivage nouveau va apparaître, puisque il y a une partie de l'Ukraine qui sera russophone, parce que, en fait, Staline va profiter de cette famine pour, disons, repeupler une partie de l'Ukraine avec des Russes. Et donc, l'Ouest sera sous l'influence de la Pologne et de l'Autriche-Hongrie et sera plus proche, finalement, de l'Occident et de l'Europe occidentale, alors que l'Est, qui sera peuplé de Russes, de russophones précisément, sera plutôt tourné vers la Russie. Alors, l'Ukraine devient, de fait, une république soviétique de 1922 à 1991. Ce sont des éléments importants à retenir. Il y a une parenthèse nazie qu'il faut également signaler et souligner parce qu'elle est souvent mise en avant par Vladimir Poutine, qui parle de dénazification de la Russie. Et pourquoi dit-il ça? L'Allemagne nazie va occuper l'URSS de 1941 à 1944, au moment où les Ukrainiens subissent la répression de Staline. Et certains Ukrainiens perçoivent à l'époque l'Allemagne nazie comme libératrice et vont faire allégeance aux nazis. Ils vont s'engager dans la police, ils vont s'engager dans l'armée allemande et ils vont collaborer, comme d'autres l'ont fait dans des circonstances comparables. Et il y a aussi des gens qui vont préférer résister au nom du nationalisme ukrainien, qui vont s'opposer par conséquent aux nazis, comme ça s'est fait aussi ailleurs. Mais il y a aussi des nationalistes qui vont s'opposer aux soviétiques. Le nationalisme, par définition, c'est la volonté d'exister, d'affirmer son identité. Et en l'occurrence, c'était à la fois les nazis et les soviétiques qui posaient problème aux nationalistes ukrainiens. La Crimée, ça aussi c'est un élément intéressant, important de l'histoire qu'il faut retenir. Après les grandes famines que je viens de signaler, qui ont été provoquées par les Russes en Ukraine, après la résistance nationaliste que j'ai signalée également, l'URSS va décider en 1954 de rattacher la Crimée à l'Ukraine. Alors, cette décision a été perçue comme un cadeau qui avait été fait aux élites ukrainiennes qui avaient fait allégeance à la Russie. Les Russes vont maintenir néanmoins leur rapport de domination vis-à-vis de l'Ukraine. Cadeau empoisonné, dit-on. La question se pose en effet parce que la Crimée est peuplée de Russes. C'est un cadeau qui est fait aux Ukrainiens, mais c'est un cadeau empoisonné parce que ce rattachement peut être aussi une manière de fragiliser les velléités indépendantistes en Ukraine soviétique. En vous donnant un territoire peuplé de Russes, il y a de fortes chances que les Russes veuillent rester russes et par conséquent, la Crimée rattachée à l'Ukraine est perçue par certains comme un cadeau empoisonné. En 1989, vous avez l'implosion du bloc soviétique. Sous l'impulsion du président russe Gorbatchev, ça aussi c'est un point d'histoire important. Le 16 juillet 1990, le Parlement ukrainien en profite pour adopter une déclaration d'indépendance. Et l'indépendance est proclamée le 24 août 1991. Indépendance confirmée par le peuple par référendum le 1er décembre 1991 avec un taux important de partisans de l'indépendance, plus de 90% de gens qui sont favorables à l'indépendance, c'est la sortie par conséquent du bloc soviétique. Là, c'était l'histoire. Mais j'ai annoncé dès le début
que la géographie est peut-être un élément déterminant dans le conflit que nous connaissons aujourd'hui. La géographie est peut-être une source principale, déterminante, je le répète, de tension, qui peut expliquer la nature de ce conflit aujourd'hui. L'Ukraine, comme vous le savez, est située géographiquement entre l'Union européenne et la Russie. Le pays, par conséquent, a une frontière commune avec la Russie. Il a une frontière avec plusieurs anciens pays du pacte de Varsovie, donc du bloc soviétique, qui ont rejoint l'Union européenne. La géopolitique, par conséquent, de la région a changé. Elle a changé. On est passé de pays qui étaient dans le pacte de Varsovie à des pays qui sont non seulement dans l'Union européenne, mais dans l'OTAN. L'OTAN et l'Union européenne qui sont deux menaces, on le verra, pour Vladimir Poutine. La géopolitique a changé. La Russie ne souhaite pas que l'Ukraine adhère à l'Union européenne. Cette situation géographique, elle est sous tension. La Russie, d'une part, parce que la Russie vit le monde occidental comme une menace, mais je l'ai répété, je l'ai déjà dit, l'OTAN aussi est perçue comme la menace militaire qui amène la Russie à s'opposer par conséquent à cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, la Russie considère finalement que l'Ukraine n'est pas un simple voisin comme tout autre. La Russie fait partie d'une famille, comme l'a dit Poutine au départ, une famille marquée par une histoire commune. Et on ne peut pas effacer cette histoire familiale, d'après les Russes, au profit d'une alliance qui serait envisagée avec des Occidentaux, donc l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, l'OTAN, qui sont perçus comme des menaces pour la Russie. Donc la géographie devient un véritable enjeu politique dans cette crise. La frontière, la voilà. Vous voyez bien que entre Russes et Ukrainiens, il y a une frontière. C'est le pays le plus près de la Russie. C'est ça. C'est le seul pays qui est entre Russie et Europe qui pose problème, parce que même la Biélorussie qui est à côté, elle est proche de la Russie. Donc, pour comprendre le conflit, il faut s'intéresser à la géographie et à cette frontière qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, et par conséquent, le rôle que peut jouer l'Ukraine entre l'Europe et la Russie. Une frontière avec l'Union européenne, puisque avec la Russie, l'Ukraine partage plus de 1500 km de frontières, ça c'est clair, mais avec l'Union européenne, l'Ukraine partage près de 1300 km de frontières avec des pays comme la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, et qui sont du côté européen et du côté de l'OTAN. Voilà le problème. Voilà la position de l'Ukraine. Vous voyez bien que l'Ukraine, elle est là. Et la Russie est de ce côté, l'Union européenne est là. Et le problème pour la Russie, c'est éviter que l'Ukraine fasse comme les autres, c'est-à-dire adhère à l'Union européenne, ce qui rapprocherait un peu trop aux yeux de Poutine l'Europe et l'OTAN par conséquent de la Russie. Autrement dit, l'Ukraine est tiraillée entre la Russie et l'Union européenne, et vous voyez bien qu'il n'y a pas que l'Union européenne qui tire. Il y a aussi derrière les États-Unis, donc l'OTAN. Et c'est ça le problème. Pour Poutine, il y a l'Occident au sens large, c'est-à-dire l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis. Les prémices de la guerre actuelle, on les a à travers ces éléments que je viens de vous présenter. Il y a une tentation occidentale de l'Ukraine. La présidence, alors je suis passé, je crois, sur une diapo. Je voulais revenir. Voilà. Alors, il y a une révolution qui va s'opérer en Ukraine en novembre 2004. Il y a une élection présidentielle en Ukraine et le candidat pro-russe est déclaré vainqueur. Il s'appelait Viktor Yanukovych. Et il y a des soupçons de fraude lors de cette élection et son rival
Viktor Loutchenko, qui est pro-occidental, va s'opposer au résultat. Ça va déclencher un immense soulèvement populaire. Et donc, sur la place Maïdan, c'est une place qui est connue maintenant, avec une couleur pour symbole, l'orange. D'où la notion de révolution orange. La couleur orange devient le symbole de la révolte et des partisans par conséquent de l'Union européenne. Soutien d'organisations états-uniennes, soutien de gouvernements occidentaux plus largement aux candidats pro-occidentaux. La conséquence de cette révolution, c'est l'annulation de l'élection du pro-russe, nouvelles élections et victoire de Viktor Loutchenko, le partisan de l'Union européenne, avec 52% des suffrages. 52%, ce n'est pas énorme, c'est la majorité, nous sommes clairs, mais ce n'est pas un succès décisif. Et donc, dans cette logique-là, il y a des rapprochements qui se font avec l'Union européenne parce que le candidat pro-européen a gagné. En fait, la présidence Loutchenko n'est pas un succès. Ce président proche de l'Union européenne, il est rapidement impopulaire. Il est accusé même de russophobie par ses adversaires. En 2010, il y a une nouvelle élection présidentielle et il y a la victoire de Yanukovych, l'autre, le proche des Russes, avec comme adversaire une femme qu'on a beaucoup médiatisée, Yulia Tymoshenko. Elle avait des tresses, rappelez-vous. Et le résultat de l'élection de 2010 va révéler une division profonde en Ukraine entre des populations russophones qui sont à l'est et des pro-occidentaux qui sont à l'ouest. Et Yanukovych, même s'il est pro-russe, il va quand même essayer de faire une association avec l'Union européenne sans adhérer nécessairement à l'Union européenne, mais se rapprocher d'avoir une coopération avec l'Union européenne. Et cette proposition, ce projet de coopération serait rapidement abandonné parce qu'il y aura des pressions russes qui vont le dissuader de le faire. Voilà la situation de l'Ukraine après cette élection de 2010. Vous avez en jaune tous les partisans, bien sûr, de l'Union européenne et ceux qui ont voté pour les partisans de l'Union, et en bleu ceux qui sont pro-russes. Donc le pays est pratiquement coupé en deux, et à l'évidence, les partisans de l'Union européenne sont nombreux, ce qui a amené par conséquent le président pro-russe à tenir compte de cette réalité et de se rapprocher sans pour autant adhérer à l'Union européenne. Ce qui lui posera problème parce que l'URSS, enfin la Russie, s'y est opposée. Le fait que le président pro-russe ait été dissuadé de coopérer avec l'Union européenne va provoquer des manifestations encore plus importantes, notamment des partisans de l'Union européenne, et l'occupation de la place Maïdan. Le conflit avec la Russie va prendre un nouveau tournant en 2013. Moscou va s'opposer au rapprochement de l'Ukraine avec l'Occident de manière très claire, et il va le manifester, il va le montrer en intervenant en Crimée, le cadeau empoisonné. La Crimée va être récupérée par les Russes, la Crimée va être annexée par les Russes qui vont récupérer en fait leurs biens, le considérer comme ça. Des troupes russes interviennent en Crimée, le territoire russophone qui est officiellement rattaché à l'Ukraine, mais qui sera désormais annexé à la Russie. Il y a un référendum d'autodétermination qui a été organisé, proclamation d'indépendance de la Crimée vis-à-vis bien sûr de l'Ukraine, nouveau référendum pour rattacher la Crimée à la Fédération de Russie, le 18 mars 2014, commence alors une escalade guerrière. La Crimée, qui avait été rattachée à la Russie comme cadeau, est récupérée par les Russes et commence des tensions et un conflit majeur qui explique en partie la situation actuelle. L'escalade guerrière, vous la connaissez pour partie. Il y a un espace en Ukraine qui symbolise très fortement ce conflit. C'est le Donbass. C'est la guerre dans la guerre, le Donbass. Dans le cadre du conflit russo-ukrainien, vous avez des zones du Donbass, donc de l'Ukraine, qui sont pro-russes
et qui ont déclenché un mouvement séparatiste. Alors, eux ou les Russes, en tout cas, mouvement soutenu, initié peut-être par la Russie, un vrai soulèvement armé des pro-russes contre le gouvernement ukrainien. Insurrection armée qui s'accompagne de l'autoproclamation de deux républiques, la République populaire du Donetsk le 7 avril et la République populaire de Lugansk le 11 mai 2014. Voilà deux républiques qui étaient ukrainiennes, qui étaient sur le territoire ukrainien, qui sont russophones et qui s'autoproclament indépendantes et qui de fait seront rapprochées, vont se rapprocher de la Russie. Le Donbass, c'est ça. Vous voyez donc rapidement, c'est une partie à l'est de l'Ukraine et toute cette partie est sera en fait rattachée à la Russie. Le nouveau visage de cette résistance ukrainienne, c'est lui, Volodymyr Zelensky, président d'Ukraine depuis mai 2019, élu à 41 ans, c'est le plus jeune des présidents de l'histoire ukrainienne. Il va signer une demande d'adhésion en 2022 de son pays à l'Union européenne. Alors, il demande, c'est pas dire que les Européens acceptent, les Européens sont conscients du problème, il y a des limites à cette demande. En tout cas, les chances d'aboutissement de cette demande semblent limitées, peut-être encore plus limitées aujourd'hui que jamais. Au 1er avril, voilà un peu l'image de ce qui se passait sur le terrain. Vous avez l'avancée des troupes russes, même si bien sûr aujourd'hui on parle de désengagement relatif, mais il y a une égalité, il y a une partie de l'Ukraine, notamment la Crimée, qui est annexée à la Russie. Vous avez toute cette partie est avec les deux républiques qui sont proches de la Russie, et tout ce qui est à la frontière finalement cherche à être contrôlé par les Russes. Les Russes cherchent à contrôler tout ça, et bien sûr il y a des incursions russes sur le territoire avec tout ce que vous savez récemment, ce qu'on a découvert également, comme ce qui est perçu par le président Zelensky comme un génocide, et par d'autres comme un crime de guerre, crime contre l'humanité. En tout cas, la détermination juridique n'est pas encore précise. Peut-être que François Xavier nous en dira plus tout à l'heure. L'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN est une menace pour la Russie. Poutine le répète tout le temps. Et l'attraction de l'Union européenne en Ukraine gêne le président Poutine. L'Ukraine est un pays, comme on l'a vu, situé aux frontières de la Russie. Et pour reprendre ce commentaire d'une chercheuse en relations internationales, la Russie considère l'Ukraine comme une chasse gardée, un pays frère dont l'indépendance, après la fin de l'URSS, serait une erreur historique. C'est ce qu'on pense en tout cas Poutine, mais il existe des principes du droit international comme l'intégrité territoriale, la souveraineté et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que Poutine ne respecte pas. Poutine viole le droit, on le verra tout à l'heure. L'Union européenne opère une avancée significative vers la Russie. Avec l'adhésion de plusieurs pays du pacte de Varsovie à l'Union européenne et à l'OTAN, à l'évidence, l'Union européenne se rapproche de la Russie et c'est ce qui inquiète Poutine. Encore une fois, l'Ukraine, on l'a déjà dit, je ne vais pas me répéter, c'est ça, l'Europe est là, la Russie est là. Donc l'enjeu, c'est ça. C'est ce qu'il y a entre les deux. Pour Poutine, en fait, il faut revenir à la situation préexistante. Avant l'implosion du bloc soviétique, Poutine essaie de défaire l'ordre de sécurité qui est établi. Il veut revenir à la situation d'avant, avant que l'alliance ne s'étende. Poutine demande un retrait de toute présence militaire occidentale en Europe centrale et orientale, tout simplement. Et comme le dit ce commentaire de cette chercheuse, si cela était accepté, cela reviendrait à nier l'adhésion de ces États à l'OTAN, à en faire des membres de second rang sans réelle protection militaire. C'est ça l'objectif, c'est faire que ces pays sortent du pacte avec l'Occident, reviennent à la situation originelle, peut-être à une situation de neutralité, en tout cas la question est posée. Le problème, c'est qu'il y avait des promesses qui avaient été faites par les Occidentaux. Ça, il faut le dire aussi. À l'évidence, ces promesses n'ont pas été tenues. Le discours des dirigeants occidentaux n'est pas très rassurant sur ce plan. Ils sont accusés clairement de trahison par Poutine
Et après avoir repris la Crimée, Poutine déclare le 18 mars 2014, je le cite, « Ils nous ont menti à plusieurs reprises. Ils ont pris des décisions de notre dos. Ils nous ont mis devant un fait accompli. Cela s'est produit avec l'expansion de l'OTAN vers l'Est, ainsi qu'avec le déploiement d'infrastructures militaires à nos frontières. Il s'appuie donc sur plusieurs promesses qui avaient été faites par les États-Unis, les Britanniques, les Français, les Allemands, qui avaient été faites à Mikhail Gorbatchev en 1990, au moment de l'implosion du bloc soviétique. Ces échanges seraient désormais accessibles. Ces documents sont accessibles maintenant. Ils sont déclassifiés pour partie, et on peut vérifier en effet qu'il y avait des promesses qui avaient été faites par les Occidentaux aux Russes qui n'ont pas été tenues. Alors, à l'évidence, les Occidentaux ont changé de stratégie. Lors d'une visite officielle en Russie en janvier 1994, Bill Clinton, président des États-Unis, affirme à Eltsine, le président de la Russie, que l'OTAN, je cite, envisage clairement une expansion. Et pour le rassurer, Clinton ajoute qu'il s'agit d'un partenariat pour la paix. Et dans un discours important qu'il a prononcé en décembre 1994, Boris Yeltsin, lui, il accuse clairement le président des États-Unis de vouloir partitionner l'Europe. Je cite, « Pourquoi plantez-vous les graines de la méfiance ?» demande-t-il aux membres de l'OTAN qui étaient réunis. Vous voyez qu'il y a quand même des promesses qui sont tenues, il y a des réactions déjà de Yeltsin à l'époque, et à l'évidence, les Occidentaux n'ont pas tenu compte de ces réactions. Il y a un élargissement de l'OTAN qui a été fait entre 1994 et 2000. En janvier 1994, l'OTAN se dit explicitement ouverte à de nouvelles adhésions des pays anciennement de l'Est. Quelques jours après, le président Clinton, en visite à Prague, déclarait aux côtés des premiers ministres tchèques, polonais et hongrois qu'il ne s'agissait plus de savoir si l'OTAN allait s'élargir, mais quand et comment. En 1997, Clinton annonce la future intégration de la Pologne, de la République tchèque, de la Hongrie à l'OTAN. Le ministre des Affaires étrangères russe, à l'époque, condamne une faute majeure, peut-être la plus grosse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez qu'il y a quand même des choses très importantes qui ont été faites à l'époque et on n'en a pas tenu compte. Il y a eu encore un élargissement à partir de 2004. La Croatie, l'Albanie vont intégrer en 2009, le Monténégro en 2017, la Macédoine du Nord en 2020, et la candidature de l'Ukraine, elle est souvent avancée, mais on l'occulte. On l'occulte parce qu'on redoute les réactions de la Russie. En 2008, lors d'un sommet de Bucarest de l'OTAN, le président américain Bush propose d'inviter officiellement l'Ukraine et la Géorgie à la réunion de l'OTAN. La France et l'Allemagne résistent et refusent pour ne pas fâcher les Russes. L'OTAN indique toutefois que ces deux pays seront amenés à devenir membres de l'Alliance dans le futur et que d'intenses discussions pourraient préparer leur intégration. L'Ukraine, en fait, d'après sa constitution, elle ne peut pas accepter le stationnement de troupes étrangères sur son sol. Et l'éventualité d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN provoque donc des réactions violentes de Poutine. Voilà ce qu'il dit, mais qu'est-ce que l'Ukraine? Même pas un État. Une partie de son territoire, c'est l'Europe centrale, l'autre partie, la plus importante, c'est nous qui lui l'avons donnée. Donc vous voyez bien que la tension s'amplifie. Le chef de l'État russe prévient que si le pays intégrait l'OTAN, il cesserait d'exister sous sa forme actuelle. Vous voyez que la tension monte et prépare par conséquent ce que nous vivons aujourd'hui. La guerre, elle commence, elle continue après ce qui s'est passé en Crimée. Ce n'est pas seulement une guerre militaire, celle-là, bon, vous la connaissez, vous la voyez tout le temps. C'est aussi une guerre de mots, c'est une guerre aussi des morts. On ne sait pas combien de morts, maintenant on a plus de précision, mais il y a une communication, une guerre de la communication qui s'opère, qui est très importante. Pour la première fois, le 16 mars 2022, le président des États-Unis, Biden, a qualifié Poutine de criminel de guerre, récemment de boucher.
Et donc, il y a une logique d'humiliation qui persiste, hein, qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui avait déjà commencé, mais l'humiliation, elle continue. Les forces russes auraient pris pour cible des emplacements civils, notamment une maternité, un théâtre, on l'a vu déjà. Et là, le Kremlin réagit à son tour, nous considérant comme inacceptable, impardonnable, une telle rhétorique de la part du chef de l'État américain, dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Vous voyez que la communication, la guerre, c'est pratiquement directement maintenant entre Russes et États-Unis. La guerre de l'information passe aussi par une communication sur le nombre de victimes qui est difficile à évaluer dans ce contexte. D'après les Ukrainiens, il y aurait eu plus de 15 000 Russes décédés. Alors 12 000 c'était avant, 15 000 aujourd'hui. Alors que le Kremlin annonce 498. Il y aurait entre 2 000 à 400 000 d'après les États-Unis. Et d'après les Russes, il y aurait plus de 2800 soldats ukrainiens qui seraient morts. Le décompte est encore plus incertain concernant les populations civiles. Autrement dit, on est dans une guerre. Et c'est clair que le nombre de morts, on ne peut pas l'évaluer. Et il y a, à l'évidence, une souffrance humaine que vous pouvez vérifier dans les informations qui circulent. Le président ukrainien, il est un communicant. Dans sa profession, c'était ça, je crois, il était acteur. Il était communicant et il a déclenché une tournée dans le monde entier devant les congrès, les assemblées, les parlements, avec plus ou moins de succès, plusieurs succès que d'échecs en tout cas. Et donc pour conclure, avant de passer la parole à M. Méguillon, non, à François-Xavier, je veux dire que là, nous sommes dans une situation singulière, c'est la première guerre de la mondialisation, pour reprendre l'expression de Bertrand Badi, un des spécialistes des relations internationales. Cette guerre entraîne des conséquences économiques, je vais insister dessus, notamment pour les pays qui sont dépendants des exportations russes et ukrainiennes. Je pense aux pays d'Afrique en particulier, le blé ukrainien, sans parler du pétrole et du gaz pour l'Europe. Elle entraîne cette guerre des sanctions économiques, là on en parlera tout à l'heure. Et donc, Badi nous dit que dans l'ère de la mondialisation et de l'interdépendance économique, tout ce qui se fait en termes de restrictions économiques pèse presque autant sur celui qui impose la sanction que sur sa cible. Autrement dit, nous sommes dans une mondialisation de l'interdépendance. Vous me sanctionnez, mais sachez qu'en retour, votre sanction se retournera contre vous, parce que nous sommes interdépendants. Donc la difficulté est là aujourd'hui. Les sanctions européennes sont des sanctions qui peuvent avoir un effet boomerang. On le voit avec le gaz, par exemple. Et l'autre facteur qui est signalé aussi par Badi, c'est que c'est Poutine lui-même, d'ailleurs, qui est le problème. Ce qui est inquiétant, dit-il, c'est son comportement. Car à partir du moment où on a un projet spécifiquement politico-militaire, il est très difficile de le soigner avec des armes économiques. Ce ne sont pas des arguments qui touchent profondément Poutine. Son projet, il est d'abord politico-militaire. Autre remarque qu'il ne faut pas sous-estimer, l'humiliation de Poutine pourrait avoir des effets d'une extrême gravité. S'il n'a rien à perdre, Poutine peut devenir très dangereux pour tout le monde. Merci.